Bonjour, je suis Altay Mancho. Je suis de l'Institut de recherche, formation, action sur les migrations, l'IRFAM. J'en suis le directeur scientifique. Je suis docteur en psychologie sociale. Et notre institut, qui est en fait une petite structure privée, une structure sans but lucratif, travaille depuis 1996, ça fait 20 ans, auprès des travailleurs sociaux, éducateurs, enseignants et autres intervenants de la société qui ont des publics diversifiés, notamment en termes d'origine. Et ces acteurs viennent chez nous parce qu'ils s'intéressent à la possibilité d'adapter mieux leur pratique, leur professionnalité et leur institution à la diversité de leur public. Et nous réfléchissons avec eux, avec différentes modalités. Et c'est comme ça que nous agissons en termes de formateurs, mais aussi d'accompagnateurs méthodologiques. Et nous les documentons également, parce que ces acteurs ont parfois des besoins de documentation. Et nous réfléchissons également sur notre propre pratique. Ce qui fait que nous produisons des écrits, nous théorisons nos pratiques, et nous les publions sur différentes lignes, notamment la collection chez l'Harmattan que nous dirigeons, la collection compétences interculturelles, également sur notre site irfam.org. Personnellement, c'est-à-dire que c'est le sujet qui est venu vers moi quand je faisais mes études. Une structure communale a contacté donc le service des étudiants pour savoir s'il y avait des personnes d'origine turque, parce que ça fait que je suis d'origine turque, pour pouvoir intervenir comme éducateur dans des établissements scolaires où les enfants de cette origine étaient très nombreux. Et c'est ainsi que, alors que je voulais peut-être faire de la psychologie médicale ou que je ne sais plus quoi, je me suis retrouvé là-dedans dans l'interculturel et ça m'a beaucoup plu et je pensais que je pouvais aussi apporter quelque chose de moi-même à ce niveau-là, de par mon trajet, connaissances linguistiques et autres compétences. Je pouvais avoir une certaine, efficacité, une plus-value, ce qui n'a pas été démenti depuis, donc dans la mesure où le domaine m'aimait bien, j'ai bien aimé le domaine. Et nous voici 30 ans plus tard. C'est plutôt un cadre d'approche. C'est rarement le cas aujourd'hui, heureusement, ce qui veut dire que le public évolue avec nous. Au début de notre activité, il y a une dizaine, quinzaine d'années, on avait encore par exemple des éducateurs de maisons de jeunes, pour ne citer que cette structure-là, mais ils sont beaucoup plus diversifiés en fait, venaient nous voir en disant, ben voilà, maintenant dans notre quartier, les jeunes ont changé, une nouvelle vague d'immigration. On a par exemple des Albanais, voilà un exemple. Apprenez-nous la culture des Albanais pour qu'on puisse travailler mieux avec eux. C'était la question. Évidemment, ce n'est pas une façon excellente de poser la question de la diversité, je trouve. Néanmoins, ce qui est excellent, c'est que ces gens se posent des questions. Et ça, nous avons toujours respecté et nous avons retravaillé les questions avec les acteurs. Et de dire que c'était peut-être pas très utile d'apprendre la culture des Albanais parce que l'année suivante, c'est peut-être des Éthiopiens qui allaient arriver et l'année d'après, peut-être des Indonésiens. Alors, comment on allait s'en sortir? La question n'est pas encyclopédique. La question est dans la démarche, dans le rapport à la diversité et à ce que la diversité engendre et comment la diversité nourrit. Et c'est ça, ce sont ces principes-là qu'il faut maîtriser et entrer alors dans des communications positives avec les acteurs. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille avec nos interlocuteurs, avec un certain bonheur jusqu'à présent. Et nous essayons de montrer que comprendre l'autre, c'est pas juste comprendre sa culture de manière, encyclopédique, mais c'est peut-être le comprendre lui en tant qu'individu, dans ses liens à sa culture éventuellement, dans ses liens à son contexte aujourd'hui. S'agissant de sujets immigrés, ce sont des contextes évidemment différents avec des référentiels multiples. Les référentiels, les souvenirs du pays d'origine, qui vient parfois par la famille, mais aussi les réalités du pays d'accueil ici. Et il fallait donc essayer de voir comment les migrants, notamment et leurs enfants, combinent cela et se débrouillent dans cette diversité. Et là, il y a des richesses, il y a des compétences qu'on a appelées des compétences interculturelles, par ailleurs dans nos théorisations. Eh bien, il fallait que les acteurs, travailleurs sociaux, autres éducateurs qui travaillent avec ça, comprennent cette richesse et l'utilisent comme l'huile de leur moteur.
Et à ce moment-là, on entre dans quelque chose de plus vertueux que d'étudier simplement les diversités en tant que telles ou essayer de faire entrer les gens dans un moule sur en quoi on serait dans l'autre position du côté, par exemple, d'une politique plus assimilationniste. C'est entre les deux, c'est dans la dynamique des deux que se retrouve notre solide. Comparé à d'autres pays comme notre voisine, la France par exemple, puisqu'on parle la même langue, la Belgique francophone a ceci d'intéressant, c'est que c'est un pays extrêmement éclaté au niveau des niveaux de pouvoir et de noyaux de pouvoir. Et donc des noyaux qui développent les idéologies dans lesquelles nous travaillons. Euh, il y a plusieurs réseaux d'enseignement, par exemple, il y a plusieurs réseaux d'institutions socio-éducatives, il y a une certaine liberté d'entreprendre au niveau associatif et l'État finance en partie l'activité des associations. Donc il y a cette diversité en elle-même. D'ailleurs, c'est un pays où on parle plusieurs langues, avec des cultes, plusieurs cultes reconnus, etc. Donc il y a cette diversité qui a ses bons côtés, comme parfois ses mauvais côtés, il faut bien le dire. Parlons des bons côtés pour le moment. Et c'est ça qui fait que, alors, si on ne peut pas travailler avec tout le monde, de toute façon, cela n'est pas possible. On a toujours des gens avec qui on s'entend, on a toujours des gens avec qui on peut être en collaboration, en concertation, et il y a toujours moyen de faire des choses. Donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Imaginez l'inverse où tout se décide de manière centralisée, alors il n'y aurait qu'une vérité. Et donc peu de choses à côté. Et là, les choses seraient plus compliquées. Dans notre petit pays, dans notre petite région, c'est encore possible. C'est pas seulement maintenant. D'ailleurs, ce que vous dites vaut aussi pour d'autres pays, y compris la Belgique, même dans sa partie francophone. Donc, la question de l'interculturalité est quelque chose qui nous impose d'avoir un regard, une lecture critique de nous-mêmes. Parce que c'est quand on rencontre l'autre qui mange avec ses mains qu'on va se dire, mais tiens, pourquoi en fait moi j'utilise une fourchette? Depuis quand est-ce que j'utilise une fourchette? Qui a inventé ça? Qui l'a imposé? Donc, voilà un exemple trivial. L'autre différent nous impose un regard sur nous-mêmes. Et ce regard-là est parfois douloureux. Et c'est ça qui fait que cela parfois est vécu de manière douloureuse, plus exactement. Et donc, c'est ça qui fait que quand on propose, par exemple, dans une espèce d'université d'été pour enseignants, des choses comme ça, un contenu sur les relations interculturelles, en général, il n'y a pas beaucoup de participants. Par contre, si vous distillez des sujets, des thématiques liées à l'interculturel, à la gestion de la diversité, dans d'autres types de contenus, alors là, les gens trouvent ça super intéressant, ils sont dans leur élément. Alors que le sujet interculturel de prime abord va rencontrer moins de suffrages. C'est quelque chose qu'on a vécu de très très nombreuses fois. D'ailleurs, commercialement, c'est peut-être pas une thématique qu'il faut mettre en avant, mais on peut, en paraphrasant, il y a moyen d'attirer aussi les intervenants. On a toujours un noyau de convaincus de l'interculturel, heureusement. Ce sont nos compères, ce sont des personnes avec lesquelles on va être en complicité. Par contre, il y a une grande partie du public, y compris en Belgique, en France probablement aussi, comme vous dites, avec qui il faut négocier cette approche et de leur dire que finalement la compréhension de l'autre, l'intercompréhension avec l'autre, plus exactement, est quelque chose de une posture beaucoup plus confortable pour eux, pour elles, que d'être dans une espèce d'opposition où chacun va soutenir, va se renforcer dans des identités qui de toute façon sont construites. Hein. Donc entrer dans la négociation, alors osons le mot dans la médiation par exemple, est beaucoup plus intéressant à ce moment-là. Et c'est ce qu'on essaie de développer. On essaie de donner des techniques, des possibilités, un imaginaire de la négociation et de la médiation entre groupes, par exemple la clientèle d'une institution et les travailleurs de cette institution, etc. Nonobstant du fait que souvent les personnes, la clientèle d'une institution, par exemple une maison de jeunes, un hôpital, enfin, voire une prison, pourquoi pas, on a déjà travaillé aussi dans le milieu carcéral, peu, mais on l'a fait, eh bien, il y a chaque fois deux groupes. Il y a d'une part ceux qui sont servis, si je puis dire, et ceux qui les servent, les professionnels. Et à ce niveau-là, les professionnels, c'est un corps
qui va, comment dire, souvent extérioriser ses propres difficultés comme tel un symptôme vers l'autre. Et l'autre, ça va être la clientèle. Et pour une fois que la clientèle est un petit peu vulnérable, parce qu'immigrés ne parlant pas bien la langue, etc., ne connaissant pas bien les us et coutumes, le mode de fonctionnement, on va dire, ben voilà, c'est grippé à cause d'eux. Très très vite, on va les culpabiliser. Donc ça, c'est quelque chose d'assez systématique. Travailler l'interculturel, c'est se donner, enfin, s'enlever cette arme en fait. C'est se désarmer. Et alors là, on se trouve nu, évidemment, et on est bien obligé de s'intéresser sur sa propre pratique, sur comment sa propre pratique est construite, sur quoi elle est basée, et comment elle est soutenue, etc. Et en arriver au-delà de sa propre personne, arriver à se questionner sur l'institution, c'est encore une autre douleur, parce que très très souvent, à faire de l'interculturel, on fait en général très peu de la culture de l'autre dans l'interculturel. On en fait un peu. Cette encyclopédie dont je vous parlais, on en fait très très peu. On fait beaucoup plus de l'institutionnel. Les cultures sont aussi institutionnelles. Il n'y a pas que des cultures ethniques. Il y a des cultures professionnelles, il y a des cultures institutionnelles, il y a des cultures politiques, il y a des cultures qui sont liées à des régions, etc. Et toutes ces cultures font partie des parcelles d'identité qui nous composent. Vous comme moi, les travailleurs dont je parle, comme leur public, chacun est composé d'un cocktail, et c'est à chaque fois des cocktails différents, évidemment. Et alors que c'est tellement simple de dire, oui, ils sont un petit peu chahuteurs parce qu'ils sont albanais, par exemple, je reprends mon exemple tout à l'heure, c'est tellement plus facile de trouver comme ça l'accusation, eh bien on leur dit que la réalité est bien plus complexe, et envisager le complexe, ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement, et là, évidemment, c'est quelque chose contre lequel parfois on freine des cas de fer, et c'est ça qui explique l'impopularité, si vous voulez, du concept de l'interculturel. Mais on s'est dépassé ça. Oui, certainement. Certainement, nos approches doivent être de plus en plus interdisciplinaires. D'ailleurs, je suis en contact pour une recherche actuellement avec des économistes et ils m'apprennent que eux-mêmes, ils en sont assez de compter des choses un peu comptables. Maintenant, ils disent on doit introduire dans nos équations des dimensions humaines, culturelles, etc. Sinon, on ne parvient plus à comprendre ce qui se passe. Donc, il y a un terrain sur lequel on se rencontre. Et ce que je pourrais dire aussi, je peux répondre aussi à mes collègues économistes, que dans les interventions que je fais, je constate toute une économie, tous des échanges, des rapports de pouvoir, des réflexions, des actions, parfois inconscientes d'ailleurs, qui sont basées sur de l'intérêt. Et c'est ça qui est humain. Nous ne bougeons rien sans intérêt, sans y voir notre intérêt. C'est ça qui est humain. Et donc, il faut comprendre que l'autre, c'est pareil. Et donc, notre travail est devenu le travail de la recherche de terrain commun, de l'intérêt partagé, du bien commun. Et à ce moment-là, on est véritablement dans notre rôle de médiateur. Et donc, c'est évidemment pas une médiation entre une famille, un acteur et un autre acteur. Ça devient des médiations interinstitutionnelles, institutions publiques avec des agrégats un petit peu méso et non micro. Bien sûr, l'élément micro va être important aussi, mais il ne faut quand même pas oublier que ce méso est aussi installé dans une structure macro, qui est le fonctionnement de la société dans son ensemble. Et donc, dans cette triangularité, il est extrêmement important de chercher, mais quel est l'intérêt qui fait bouger les gens? Qu'est-ce qui fait que ça freine? Pourquoi elle ne veut pas lâcher ça? Contre quoi pourrait-il le lâcher? Donc, entrer vraiment dans un agir, je dirais, stratégique, ce qui correspond très très bien aussi au mode de fonctionnement et d'analyse des économistes. Donc, il y a une économie de l'interculturel, à côté duquel on n'a pas passé. Ce n'est pas une question de sentiment ou même de valeur uniquement. C'est aussi une question d'intérêt. Si on passe à côté de ça, on ne sait pas mobiliser les publics qui ne sont pas acquis d'avance. Il y a des publics qui, philosophiquement, acquis d'avance, je vous l'avais dit, les inconditionnels, nos compères, nos complices, mais il y a aussi dans les institutions toutes les séries de publics qui sont éloignés de ça et qui vont parler de l'autre sans le connaître, et qui vont travailler pour l'autre, mais pas avec l'autre. Et donc, c'est ce public-là qu'il faut, notamment dans les professionnels, qu'il faut convaincre. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des mauvais professionnels, mais ils n'ont peut-être pas la même phrasée. Et donc, il faut trouver la même portée pour qu'on puisse jouer ensemble. Et c'est là que la dimension économique, c'est-à-dire le don, le recevoir, qu'est-ce que ça coûte, est-ce que ça en vaut la peine, toutes ces calculs rationnels sont extrêmement importants. Et c'est une façon aussi de prendre distance de ce qui est émotionnel. Il ne faut pas l'oublier, c'est souvent ça qui bloque, mais on est des humains, on peut apprendre, et on peut apprendre que oui, j'avais peur pour rien.
En fait, mon intérêt est peut-être de travailler avec l'autre. Et quand on arrive à ce niveau-là, chacun se retrouve dans son confort, dans son bien-être. Et l'enseignant comprend que son bien-être de professionnel passe parfois par le bien-être du parent qui va mettre à l'aise l'enfant, et ainsi de suite. Vous voyez la circularité. Et on peut trouver d'autres types de circularité, il y en a de multiples. Et dès qu'on a trouvé ça, et les choses s'apaisent. Les conflits en question s'apaisent et l'intercommunicabilité est beaucoup plus simple. C'est ce que nous essayons de cette prise de conscience qu'on essaie de développer dans nos interventions, notamment au niveau des écoles, mais pas seulement dans toute institution. C'est difficile personnellement, mais que ne croit-on pas? Je crois que nous diffusons pas mal. Notre institut, nos collègues, on aide même à publier nos collègues parce qu'on a créé une collection. C'est vrai que ça a une diffusion un peu confidentielle puisque ce sont d'autres collègues et des gens, des étudiants, des bibliothèques universitaires qui sont les acheteurs de ce type de publication. Il faut joindre un public peut-être davantage généraliste, mieux jouer avec la presse quotidienne, par exemple la presse ordinaire, pas juste la presse scientifique, mais la presse ordinaire. Probablement, il faut apprendre aussi leurs mécanismes, et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la presse qui sont demandeurs, mais il faut apprendre leur langue. Chacun a un type de fonctionnement, ça fait partie des cultures professionnelles aussi. Le journaliste local, par exemple une télévision locale, qui sont très très utiles dans la diffusion pour nos actions, parce que nous travaillons essentiellement au niveau local, ne va pas pouvoir mettre, par exemple, le type d'interview que nous faisons ensemble. Il faut leur parler un autre langage. Il faut leur donner des exemples en chair et en os, de citer des gens, montrer des exemples qu'ils puissent interviewer par ailleurs, donner quelques chiffres, etc. Et donc, ça veut dire que pour ça aussi, nous, spécialistes de l'interculturel, si ça existe, si on l'est, il faudra qu'on apprenne aussi que notre savoir va se distiller aussi dans une communication de type interculturel, en comprenant ce que l'autre est capable d'ingérer. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, par exemple, c'est une autre façon de répondre à votre question, il faut aussi sortir de nos sentiers battus. Bien sûr, moi, pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé dans des écoles, dans des maisons de jeunes, autres structures pour jeunesse, des structures d'éducation permanente, d'alphabétisation, etc., ce qui est extrêmement important, voire de santé mentale. Donc c'est extrêmement important, nécessaire. Mais il y a des domaines de la vie que nous oublions. Donc nous oublions l'entreprise privée, par exemple, parce que c'est là que le nerf de la guerre se partage. L'argent, le pouvoir d'achat dans une communauté. C'est comme ça qu'on se devient citoyen, en fait, parce qu'on a un boulot, on est reconnu. Par rapport au public migrant, c'est quelque chose d'extrêmement important. Là où on parle de discrimination, etc., de difficultés d'insertion. Donc, pour le moment, on travaille avec des structures d'insertion socio-professionnelle. Donc, ceux qui prennent les migrants, par exemple, les personnes éloignées de l'emploi notamment, les forment, les préparent, leur apprennent le français, puisque nous sommes dans une région francophone, et les proposent sur le marché de l'emploi. Bien, en faisant ce travail, on s'est rendu compte que même ces acteurs spécialistes de l'insertion ont très peu de contact avec les patrons des PME, par exemple, des petites entreprises, les patrons des grosses entreprises. Donc, ils n'ont pas de contact avec des responsables de gestion de ressources humaines. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec, au Canada, mais en tout cas, c'était assez étonnant. Et donc, à partir de là, je me suis dit, je dois faire un travail de connexion interculturelle entre les responsables d'insertion professionnelle et les représentants des patronats et des syndicats, etc., de façon à les connecter pour qu'ils puissent parler peut-être interculturel. On verra. En tout cas, lutte contre la discrimination, en tout cas, insertion des publics compétents, venus d'immigration, des choses comme ça. Réduire la différence, les obstacles entre les migrants et l'emploi. Et là, voilà, c'est une petite découverte. Il y en a d'autres comme ça, on n'a pas le temps d'en parler, mais des étonnements, comme quoi ceux qui sont spécialistes de l'insertion, eux-mêmes ne sont pas insérés dans les milieux de l'emploi. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Si on va par exemple dans une réunion de professionnels de l'insertion, eh bien cette réunion va prendre 3 heures, toute une matinée, on va faire le tour de table, on va tourner autour des choses, on va sortir avec une forme d'efficacité. Mais ça ne va pas aller dans des petites PME. Vous n'allez pas pouvoir inviter 1 ou 2 personnes d'une PME de 8 individus à une réunion de 3 heures un matin. Ça ne va pas aller. Donc il faut trouver d'autres mécanismes de communication qui vont aussi répondre de leur intérêt. Vous voyez, je parlais d'intérêt. Donc, mais ça, c'est dans notre intérêt de trouver des moyens de répondre à leur intérêt. Parce que c'est à eux qu'on doit insuffler l'idée d'engager les gens que nous formons.
Et donc, c'est ce que plutôt que de travailler avec des migrants, il faut travailler maintenant entre les travailleurs sociaux d'un pays comme la Belgique et les patrons dans ce même pays. Vous voyez comme le travail interculturel s'est déplacé en fait. Et on essaie de trouver des mécanismes maintenant. Comment est-ce qu'on peut faire ça avec des carrefours, avec des soirées, un repas. Et c'est pas la même chose qu'on mange entre travailleurs sociaux et quand vous invitez des patrons. Enfin, et donc il faut trouver les codes culturels pour intégrer, pénétrer les réseaux, les liens, qui va être par exemple nos mentors pour nous permettre d'intégrer les communautés de patrons par exemple, pour qu'on puisse travailler avec eux ces questions de qui discrimination, qui facilitation de l'emploi, etc., etc., valorisation des compétences de tout un chacun, reconnaissance des diplômes, enfin, vous pouvez imaginer, on travaille ces sujets-là aujourd'hui entre intervenants et patrons, mais pour le bien in fine, des travailleurs issus d'immigration. Donc, l'interculturel, parfois, doit aller vers des terrains qui sont inusités, où on n'est pas attendu, et où on va probablement être aussi très utile. Parce que là aussi, c'est de la traduction, là aussi, c'est de la médiation, et là aussi, c'est de l'interconnexion. Qui est passionnant, qui n'est jamais le même. Moi, tous les jours, je suis dans une autre localité, avec des personnes différentes, c'est extraordinaire. Et donc, c'est passionnant, c'est très prenant, on ne compte pas les heures. Mais la créativité est toujours au rendez-vous parce qu'il faut imaginer des mécanismes, des façons de faire, des tournures de phrases qui vont plaire aux uns et aux autres et aux troisièmes. Et c'est pas toujours évident. Et comment le faire? Ben, en fait, la créativité, les gens l'ont en eux. Donc, il suffit de les mettre un peu dans un shaker, comme on dit en bon français, et les mélanger. En général, on a des bons cocktails. Mais quand les ingrédients sont bons et que le geste y est, mais évidemment, ce n'est pas toujours le cas, parfois des difficultés. Une autre façon de faire usage de notre créativité, c'est de joindre des publics, notamment qui n'ont pas cette qualité de professionnel, ce qu'on appelle le tout public, en éducation permanente par exemple. Quand vous faites une action contre la discrimination, c'est bien gentil, c'est utile, mais on a toujours les mêmes. Dans une ville, on a toujours les mêmes publics qui arrivent, et c'est utile parce que c'est comme une messe en fait qui nous relie. Vous voyez, un genre de religion. Il faut qu'on soit quand même renforcé dans nos croyances, qu'on est dans le bon, qu'effectivement il faut lutter contre l'exclusion de l'autre. Il faut qu'on se maintienne là-dedans. Et donc c'est utile pour ça. Et c'est toujours agréable de voir les copains, comment dire, les compères comme je les appelle. Mais à un moment donné, il faut aller au-delà pour élargir ce public. C'est ça aussi notre devoir d'intellectuels, d'intervenants sociaux. Et pour ça, il faut peut-être utiliser d'autres outils. Là, il faut jouer avec les gens des médias, moi je pense. Parce que eux, ils touchent régulièrement ces publics que nous ne touchons pas, et avec une force beaucoup plus décuplée par rapport à ce que nous avons. Et j'ai fait des expériences dans ce sens-là aussi. J'ai essayé de dire les choses en conférence, et puis sous forme d'une pièce de théâtre, en conférence et sous forme d'un roman. Donc j'ai essayé moi-même je me suis mis à ce genre de technique, donc j'ai fait quelques publications, et effectivement je mesure que l'impact est beaucoup plus grand, les publics qui arrivent sont beaucoup plus diversifiés, c'est des choses que bien avant moi, beaucoup d'autres personnes et des meilleurs ont identifiées, mais je crois que chacun d'entre nous, les gens que nous formons, notamment dans cette maîtrise en interculturel, devrait aussi être prêt à imaginer d'autres mécanismes pour pouvoir, d'autres partenariats, encore de lignes rituelles, pour pouvoir entrer en contact avec les publics, c'est-à-dire la majorité des gens, en fait, avec qui on n'a pas l'habitude de coopérer. Par exemple, dans notre institution, c'est l'Institut sur les migrations, et un M à la fin, et on se rend compte qu'il y a maintenant des diversités qui sont liées à d'autres choses que des migrations. Par exemple, les jeunes nés de parents immigrés ne sont pas immigrés. C'est vrai, il y a quelque part une immigration, mais c'est une autre forme de diversité. Quand vous prenez par exemple l'élément l'islam en Europe, c'est vrai que l'islam en Europe est lié aux migrations, mais si on prend l'Europe géographique, l'islam y est présent depuis 14 siècles, sans qu'il y ait nécessairement d'immigration. Donc, sud de l'Italie, les Balkans, etc. Donc, il n'y a pas nécessairement le fait migratoire qui fait que la diversité culturelle est présente, et nonobstant du fait qu'avec la globalisation, avec ces liens culturels même virtuels, font que nous avons donc un brassage continu. On passe aujourd'hui donc du concept immigration
au concept diversité, parce que nous sommes dans des milieux de plus en plus diversifiés. Certains auteurs d'ailleurs parlent de hyperdiversité, multidiversité ou hyperdiversité, parce que ces diversités, vous parlez d'intersectorialité tout à l'heure, entrent en connexion et créent des nouveaux cocktails en fait, des nouvelles particules. Certaines choses disparaissent, mais beaucoup d'autres se créent. Donc comme si pendant qu'on est en train de laminer la diversité biologique, l'humain est en train de créer une diversité culturelle foisonnante, et on est bien obligé de tenir compte de ça. Qu'est-ce que ça donne dans une ville comme Bruxelles? Vous croisez les langues, les cultures, les religions, les orientations sexuelles, etc., qui chaque fois produisent leur tissu culturel. Qu'est-ce que ça passe? Et leur intérêt, leur défense, leur dialogique. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est face à ce genre de... Comment est-ce qu'on peut gérer cela? Comment est-ce que, par exemple, c'est aussi des acteurs avec lesquels on travaille, des décideurs locaux, les maires, les adjoints aux maires, d'autres coordonnateurs de communes. Comment est-ce que ces gens-là doivent gérer, doivent appréhender ces diversités? C'est extrêmement important. Et donc, pour moi, la diversité est quelque chose un concept, ou l'hyperdiversité actuelle, sur laquelle il y a déjà des écrits théoriques, sur lesquels on peut se baser. Mais il appelle, ça c'est un constat, la diversité, comme d'ailleurs la multiculturalité est un constat. Ce n'est pas une action, ce n'est pas une politique, ça. Par contre, on regarde l'interculturalité, autant l'interculturalité est par rapport à la multiculturalité l'objet d'une action, ce qu'on fait du multiculturel devient l'interculturel dans les meilleurs des cas, autant la diversité appelle aussi en miroir son correspondant. Alors là, moi je parlerai de l'inclusivité, l'inclusion, notamment dans un travail qu'on a publié en 2015, qui s'appelle l'école inclusive, donc chez l'Harmattan. On voit que la question n'est pas tant de lutter contre les discriminations dans une école, notamment on prend des écoles secondaires sur Bruxelles, où très mélangées, tant au niveau des élèves que des parents, bien sûr, mais aussi des enseignants. Il y a des enseignants issus de l'immigration de toutes sortes, qui aussi rentrent dans des conflits d'intérêts, d'ancienneté, etc. Et à l'intérieur de ça, comment est-ce que vous pouvez tenir un discours contre la discrimination? Discrimination de qui? Par rapport à qui? Certains anciens majorités deviennent des minorités, etc. Et c'est très net. Et donc à ce moment-là, pour ne heurter personne, on ne parle pas de discrimination, mais on parle d'inclusion, avec une définition où chacun va pouvoir se trouver une place, sa place, et chacun va pouvoir développer son bien-être, mais en connexion avec les autres. Eh bien, on doit, je pense, travailler à la question de l'inclusion. Comment imaginer une école inclusive? Comment imaginer un marché de l'emploi inclusif? Comment imaginer une société inclusive? Ça doit être des concepts qui doivent nous tirer, je pense, dans les... Je dirais que l'interculturel, c'est ce que nous faisons du multiculturel. Le multiculturel est un fait. Il se fait que nos sociétés, de par le monde, sont de plus en plus brassées, mélangées, de cultures, d'identifications multiples. Et ça, c'est un fait. On n'a pas une médaille à recevoir parce qu'on est une enseignante ou un enseignant dans une classe multiculturelle. C'est un fait. Par contre, on pourrait bien avoir droit à une médaille si on a une politique par rapport à ça, si on a une action, une réflexion, un agir par rapport à ça, et que si on en tient compte et qu'on essaie d'interculturaliser ce multiculturel. Donc l'interculturel, c'est ce que nous faisons du multiculturel. Est-ce que dans le multiculturel, on va insuffler des murs, ou dans le multiculturel, on va insuffler des liens et des ponts? Et si on le fait, alors on est dans l'inter, on passe dans l'inter, avec le sens inter, donc interconnexion, lien, relation. Et c'est ça l'interculture. C'est créer l'unité à partir d'éléments hétérogènes, en trouvant justement le bien-être commun, les intérêts communs, et tout ce travail de construction, d'imaginaire, de créativité, comme vous avez dit, de médiation et de négociation, de prise de conscience, de renforcement, c'est du travail pour l'interculturalité.